Les déclarations de David Moyes, l'entraîneur d'Everton, juste après le match, elles sont hyper éclairantes. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Sam? Il s'est pas juste contenté de saluer la performance du jour. Il a déclaré, je le cite, « Ghana a été exceptionnel pour nous pendant de nombreuses années. Mais l'information capitale, elle les a. Je pense même qu'il commence tout juste à retrouver son meilleur niveau après la CAN. Lui et Ilie, donc Iliman Ndiaye, commencent à être bien meilleurs qu'il y a un mois, lorsqu'ils sont revenus. » C'est une déclaration très forte de la part d'un manager. Ouais, le technicien écossais pointe du doigt très clairement le facteur Coupe d'Afrique des Nations et il quantifie le délai de récupération à 1 mois complet. Ça rappelle la réalité physiologique de ces tournois de mi-saison. Participer à la CAN, c'est pas juste ajouter quelques matchs au calendrier. Pas du tout. Il y a le changement de climat. Imaginons 2 secondes la mécanique d'une écurie de sport automobile. Ouais, engagé dans un championnat d'endurance, par exemple. Exact. Imaginons 2 secondes la mécanique d'une écurie de sport automobile. Ouais, engagé dans un championnat d'endurance, par exemple. Exactement. Pendant des semaines, la voiture tourne, elle accumule des kilomètres, elle subit des chocs et inévitablement, on observe une baisse de régime. C'est l'usure classique, ouais. Voilà. Les réglages s'usent, la synchronisation est plus trop optimale, et puis, après un passage vraiment crucial au stand, il y a 2 pièces maîtresses qui retrouvent leur étalonnage parfait. Et là, tout repart. C'est ça. Soudainement, l'ensemble de la monoplace retrouve une adhérence, une explosivité redoutable, et ça relance complètement la dynamique de l'équipe pour le sprint final. C'est une super métaphore pour le foot, en fait. Ah, totalement. Et c'est une dynamique très similaire qu'on observe actuellement dans l'exigence impitoyable de la Première Ligue anglaise. Notre analyse approfondie du jour va se concentrer sur une équipe qui illustre, mais alors parfaitement, ce phénomène de résilience et de réétalonnage. Je parle bien sûr du club d'Everton. Les fameux Toffees. Absolument. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse hyper détaillée qui a été publiée par le média sportif WeSport, un article daté du 4 mars 2026. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre cette récente ascension d'Everton à la 8e place du championnat. Ce qui n'est pas une mince affaire. Loin de là. Il s'agit d'observer comment ce retour en force coïncide militairement avec le retour en forme de 2 de leurs piliers, les internationaux sénégalais Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye. De profils très différents, d'ailleurs. Très différents, ouais. Et on va aller plus loin encore. Parce que les propos de leur entraîneur, David Moyes, ils ouvrent une perspective fascinante sur la gestion athlétique après un tournoi international. C'est une vraie plongée dans la tactique pure, mais aussi dans la physiologie du sport de haut niveau. Tout à fait. Bon, décortiquant tout ça. Allons-y. Parce qu'il y a effectivement une matière tactique et managériale qui est particulièrement dense dans cette séquence d'Everton. Les feuilles de match, elles nous racontent une série de résultats positifs, c'est vrai, mais c'est vraiment en analysant l'évolution des structures sur le terrain que ça devient intéressant. Ouais, et la gestion des pics de forme aussi, non? Absolument, surtout en plein cœur de l'hiver anglais. C'est là qu'on saisit la véritable bascule. Faut se dire qu'atteindre la 8e place dans un championnat aussi dense que la Première Ligue, ça relève jamais de la coïncidence. C'est clair. Surtout quand ça vient juste après une période de flottement qui était liée à des absences ou des baisses de régime athlétique. Une équipe grimpe pas au classement, par hasard, elle le fait grâce à une structure très solide. Justement, la chronologie récente de cette équipe, c'est un peu le point de départ idéal pour comprendre cette bascule. Oui, le contexte est super important. Si on regarde les récentes rencontres, on voit une trajectoire ascendante très claire. L'équipe, elle sortait déjà d'une victoire super complexe, très âprement disputée à l'extérieur, sur la pelouse de Newcastle. Ah, St. James Park. C'est toujours un enfer de jouer là-bas. C'est ça, un déplacement qui est toujours perçu comme un vrai test de caractère en Angleterre. Et l'enjeu après ça, c'était de voir si c'était juste un exploit isolé ou une vraie tendance de fond. Et la réponse, on l'a eue rapidement. Exactement. Lors de la 29e journée, une belle victoire 2-0 à domicile à Goodison Park contre Burnley. Une rencontre qu'ils ont vraiment bien maîtrisée. Ouais, avec une ouverture du score qui vient carrément de l'arrière-garde. C'est le défenseur central James Tarkowski qui a frappé le premier. Et puis le coup de grâce, le second but, il est signé Kiernan Douzberiol. Ce qui valide complètement leur bonne forme. Mathématiquement, oui. Ces 2 succès consécutifs, ça propulse les Toffees à cette fameuse 8e place. Mais au-delà des mathématiques pures, c'est le timing de ces résultats qui interpelle. La 29e journée, on entre dans le dernier tiers de la compétition. C'est le moment de vérité, en fait. C'est généralement là que les équipes qui sont mal préparées s'effondrent physiquement pendant que les effectifs qui sont bien gérés commencent à atteindre leur pic de performance. Ce qui est fascinant ici, c'est justement l'importance psychologique de cette dynamique. Le timing est fondamentalement ce qui donne du poids à cette série de victoires. Tu veux dire l'enchaînement des 2 matchs OP? Exactement. Gagner à l'extérieur contre Newcastle, ça exige une dépense nerveuse et athlétique massive.
vraiment massive. Le risque de décompression juste après, même à domicile contre une équipe théoriquement plus abordable comme Burnley, il est statistiquement très élevé. Surtout que Burnley joue probablement sa survie dans l'élite à ce moment de l'année. C'est ça, il se déplace avec un bloc très bas, conçu uniquement pour frustrer l'adversaire. Donc, valider la victoire de Newcastle par un 2-0 contre une équipe qui refuse le jeu ouvert, ça indique que la structure collective d'Everton est capable de s'adapter à des oppositions de styles radicalement différentes. C'est vraiment le marqueur d'une maturité tactique. C'est le signe d'une équipe qui a plusieurs cordes à son arc. Totalement. Quand ton danger offensif vient d'abord d'un défenseur central comme Tarkowski sur coup de pied arrêté et qu'ensuite c'est scellé par un milieu de terrain qui se projette comme Dewsbury Hall, ça montre une équipe qui a des circuits de progression multiples. L'adversaire peut pas juste se contenter de neutraliser un seul buteur. C'est impossible à défendre en fait. Et pour que ces circuits de progression soient efficaces, surtout face à un bloc regroupé comme celui de Burnley, il faut de la mobilité, faut créer des incertitudes. C'est là qu'interviennent les individualités. Ouais, et l'article de Wisport met particulièrement en lumière le rôle d'Iliman Ndiaye dans cette désorganisation de la défense de Burnley. La source le décrit dans un, je cite, « rôle offensif mobile ». Ce qui lui correspond parfaitement. Il a été l'un des joueurs les plus remuants sur la pelouse. Il ne s'est pas du tout posté en attaquant de fixation classique. Au contraire, les mots utilisés par le journaliste sont forts. On le dit disponible et surtout juste techniquement. Deux qualités essentielles pour ce poste. Son activité constante a mis l'arrière-garde de Burnley sous une pression permanente. Et ça s'est matérialisé très concrètement, puisque c'est lui qui est directement impliqué dans l'action qui mène au second but, celui de Dewsbury Hall. Mais en observant ça, je me demande, est-ce que cette omniprésence de Ndiaye vient juste de son intelligence de déplacement ou est-ce que ça a été facilité par une ligne défensive de Burnley qui était un peu trop passive face à ce genre de profil hybride? C'est une distinction hyper pertinente. Il y a toujours une part de faiblesse exploitée chez l'adversaire, évidemment. Mais la capacité de Ndiaye à flotter entre les lignes, c'est une arme tactique redoutable en soi. Être juste techniquement dans un rôle mobile sous pression en championnat, ça ne veut pas juste dire faire des passes réussies. C'est beaucoup plus exigeant que ça. Totalement. En première ligue, ça implique d'être capable de recevoir le ballon dos au jeu, avec un milieu défensif adverse qui te presse immédiatement, et de réussir le contrôle orienté qui va tout de suite éliminer ce premier rideau. Un joueur mobile comme lui, il évolue souvent dans les demi-espaces. Les zones entre le défenseur central et le latéral, c'est ça. C'est ça. Et en se positionnant là, il force la défense centrale de Burnley à prendre une décision super inconfortable. Soit ils sortent de leur alignement pour le presser, et là ils créent un trou dans l'axe, soit ils le laissent recevoir le ballon et se retourner face au jeu. Et dans les deux cas, ils sont perdants. Exactement. C'est ce dilemme permanent qui désorganise la défense et génère de l'espace. Sur l'action du deuxième but, c'est pas tant la passivité de Burnley qui compte, c'est la perturbation créée par le déplacement de Ndiaye. Il aspire un ou deux joueurs hors de leur zone et c'est ce vide architectural qui permet à Dewsbury Hall de s'engouffrer en troisième homme et de marquer. Le mouvement de l'un crée l'espace pour l'autre. C'est fascinant. Le football moderne dans toute sa splendeur. Alors, cette mécanique offensive, elle est séduisante, mais on va pas se mentir, intégrer un profil aussi libre et mobile que Ndiaye, ça comporte un risque structurel évident. Si ton joueur offensif décroche constamment pour construire ou s'il dézone pour créer des espaces, ça crée forcément des déséquilibres quand tu perds le ballon. Et en Angleterre, les transitions te punissent instantanément. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le rapport de Wisport fait le parallèle parfait entre cette étincelle créative et la nécessité d'avoir un compensateur de l'ombre dans l'entrejeu. Le fameux maître de l'équilibre. Exactement. Et ce rôle, il est dévolu au deuxième international sénégalais, Idrissa Gana Gueye. La source est tranchante sur sa prestation. Il est qualifié, je cite, d'infatigable à la récupération. Il a fait tout le travail de l'ombre au cœur du jeu. Ce qui a permis à Everton de garder la maîtrise totale du match. C'est ça. Et quand on parle de maîtrise ici, c'est pas juste avoir la possession de la balle, c'est surtout empêcher les situations dangereuses. Ce qu'on appelle la défense préventive, non? Oui, la notion de défense préventive est cruciale pour comprendre l'impact de Gana Gueye. Si Ndiaye est l'étincelle, Gueye c'est vraiment le moteur de l'ombre. Quand Everton attaque, avec des joueurs comme Dewsbury Hall qui se projettent dans la surface, l'équipe s'expose aux contre-attaques rapides. Forcément, il y a du monde devant, donc il y a de l'espace derrière. C'est là qu'intervient le rôle du milieu récupérateur. Il ne s'agit pas juste de courir bêtement après le ballon, c'est lire les trajectoires de passe avant même que Burnley n'ait récupéré la possession. Gana Gueye, il excelle dans l'anticipation des zones de relance. Il coupe les lignes de passe, en gros. Voilà. En se positionnant intelligemment, il étouffe les contre-attaques dans la seconde qui suit la perte de balle d'Everton.
C'est ce qui permet de contrôler le rythme du match, le fameux tempo. Si Burnley récupère le ballon mais se fait immédiatement presser et intercepter par Gay à 30 mètres de ses propres buts, la pression devient vite asphyxiante. Tu m'étonnes. Ils peuvent même plus sortir dans leur camp. Et surtout, cet abattage à la récupération, ça garantit que l'équipe n'a pas besoin de taper des sprints défensifs de 60 mètres à chaque perte de balle. Ça préserve l'énergie globale du collectif. C'est ça le véritable équilibre. Justement, cet équilibre tactique, même s'il était super évident lors de cette 29e journée, c'était loin d'être une constante les semaines précédentes. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que l'analyse prend une dimension beaucoup plus large sur la gestion d'un effectif sur toute une saison. Les déclarations de David Moyes, l'entraîneur d'Everton, juste après le match, elles sont hyper éclairantes. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Sam ? Il s'est pas juste contenté de saluer la performance du jour. Il a déclaré, je le cite, « Ghana a été exceptionnel pour nous pendant de nombreuses années. Mais l'information capitale, elle les a. Je pense même qu'il commence tout juste à retrouver son meilleur niveau après la CAN. Lui et Ilie, donc Iliman Nandier, commencent à être bien meilleurs qu'il y a un mois, lorsqu'ils sont revenus. » C'est une déclaration très forte de la part d'un manager. Ouais, le technicien écossais pointe du doigt très clairement le facteur Coupe d'Afrique des Nations. Et il quantifie le délai de récupération à 1 mois complet. Ça rappelle la réalité physiologique de ces tournois de mi-saison. Participer à la CAN, c'est pas juste ajouter quelques matchs au calendrier. Pas du tout. Il y a le changement de climat, on passe de l'hiver britannique à la chaleur africaine, il y a les longs déplacements, les pelouses différentes, et surtout, la charge émotionnelle qui est colossale quand tu représentes ton pays. Si l'on relie ça à la situation globale, les propos de Moyes sont d'une grande lucidité. Le retour d'un tournoi international de mi-saison, c'est ce que les préparateurs physiques redoutent le plus au monde. Ça provoque une rupture totale du rythme cyclique du club. 1 mois hors du cadre habituel, c'est énorme. Pendant tout ce temps, Ndiaye et Gaye, ils ont eu des charges d'entraînement différentes, des cycles de sommeil perturbés et un niveau d'adrénaline maintenu artificiellement super haut par les matchs à élimination directe de la CAN. C'est clair qu'une finale ou une demi-finale de Cannes, ça te pompe une énergie folle. Donc, quand ces joueurs rentrent en Angleterre en février, la chute de tension, elle est physiologique, elle est inévitable. Attendre d'un athlète qui soit performant à la seconde où il pose le pied à l'entraînement après ça, c'est une erreur de management fondamentale. Et pourtant, c'est ce qu'on voit tout le temps, non ? Oui, mais le fait que Moyes reconnaisse publiquement qu'il a fallu 1 mois complet d'adaptation pour qu'ils retrouvent leur pic de forme, ça témoigne d'une intelligence managérielle rare. Il a compris qu'il fallait une gestion adaptative plutôt que d'exiger un rendement immédiat qui aurait pu les blesser. C'est fou, parce que ça s'oppose radicalement à la culture de l'urgence qu'on a dans le football d'élite aujourd'hui. Souvent, avec la pression des résultats, on voit des entraîneurs aligner des mecs à peine descendus de l'avion. Quitte à griller le joueur pour le reste de la saison. Ouais. Exactement. Moyes, lui, il a intégré ce facteur CAN dans sa macro-planification. Il a accepté de traverser 1 mois avec un rendement inférieur, de réadapter progressivement les organismes. Et la rentabilité de cette patience stratégique, on la voit sur cette 29e journée. C'est ça. Au moment où les autres effectifs commencent à piocher physiquement dans la dernière ligne droite, Everton récupère ses 2 catalyseurs à 100%. Le pic de forme de Gay Ndiaye a été décalé au moment parfait. C'est vraiment de l'ingénierie de la performance à ce niveau-là. Absolument. Aujourd'hui, la gestion de la charge athlétique est devenue au moins aussi importante que la tactique pure. Moyes a su absorber la baisse de régime sans sombrer au classement. Et le contraste face à Burnley était flagrant. On avait une équipe usée par la saison face à des joueurs comme Ndiaye et Gaye qui semblaient avoir une seconde jeunesse. C'est passionnant. Et ça nous permet de faire une belle synthèse de tout ça. On voit bien comment toutes les pièces du puzzle se sont assemblées pour Everton. De l'arrière vers l'avant. Oui, l'ouverture du score par le défenseur Tarkowski. Ensuite, le coup de grâce de Dewsbury Hall qui est initié pour cette fameuse étincelle d'Ndiaye. Le tout sécurisé par le contrôle absolu de Gaye au milieu. Et derrière ça, la patience stratégique de David Moyes face à cette fatigue post-CAN. Tout est lié. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final pour ceux qui nous écoutent ? Je dirais que ça souligne l'importance vitale de la résilience et de l'équilibre. Une réussite sportive, c'est pas juste empiler des talents sur un tableau noir. C'est une entité organique. Il faut réguler les flux d'énergie avec une grande précision. Et c'est cette science-là qui sépare les bonnes équipes de celles qui s'effondrent. C'est très juste. Et d'ailleurs, ça m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice, mais directement liée à ce qu'on vient de dire. Je t'écoute. Quand on entend un coach de la trempe de David Moyes parler du délai d'1 mois nécessaire pour retrouver son meilleur niveau après un tournoi continental, on peut vraiment se poser une question fascinante.
Dans le football moderne, avec des calendriers qui sont toujours plus surchargés, est-ce que le véritable talent d'un grand entraîneur n'est pas moins dans la tactique pure que dans sa capacité à gérer la biologie et la psychologie de joueurs épuisés par les voyages de Flouki? C'est une excellente question. C'est une réflexion qu'il faudra vraiment garder en tête lors du prochain grand tournoi international de mi-saison. Ça change complètement la façon dont on regarde un match. En tout cas, c'était un vrai plaisir de décortiquer cette mécanique complexe aujourd'hui. On espère que notre auditoire a pris autant de plaisir à nous suivre dans cette exploration. La compréhension du sport, c'est souvent dans ces détails invisibles qu'elle se trouve. Merci de nous avoir suivis.